Regardez, cette volonté des Américains d'influence partout, c'est la polémique très vive qui est en train de naître avec la France. L'ambassadeur Kouchner, Charles Kouchner, nouvel ambassadeur des États-Unis, qui est donc le père du gendre de Donald Trump, Jared Kushner, est convoqué. Alors d'abord, premier épisode, il a dénoncé l'absence d'action suffisante d'Emmanuel Macron face à l'antisémitisme. Une longue lettre très complète où il dit les jeunes Français ne connaissent pas assez la Shoah, où il dit il y a une insuffisance de la France dans la lutte contre l'antisémitisme. Je vous exprime ma profonde inquiétude face à la flambée de l'antisémitisme en France et à l'absence d'action suffisante de votre gouvernement pour le combattre. Donc là, les États-Unis d'Amérique disent à la France, vous n'en faites pas assez pour combattre l'antisémitisme. Épisode 2, la France a convoqué pour ce lundi 25 août l'ambassadeur américain à Paris. Après ses commentaires, la France dit qu'ils sont inacceptables, visant le président français Emmanuel Macron, accusé par le diplomate d'absence d'action suffisante dans la lutte contre l'antisémitisme. Oui. C'est inédit à ma connaissance dans l'histoire diplomatique, une lettre d'une telle violence. C'est une accusation terrible, c'est une accusation directe, c'est une accusation personnelle aussi, parce qu'à un moment, l'ambassadeur des États-Unis rappelle que lui est juif, qu'avec Donald Trump, il a des petits-enfants juifs, et pour cause, puisque donc, comme vous le disiez, les deux enfants se sont mariés. Et sur le fond, l'idée, c'est que reconnaître l'État palestinien est un cadeau fait au Hamas et globalement à tous ceux qui s'opposent à la politique israélienne, et que donc ça peut encourager l'antisémitisme. C'est une thèse. Emmanuel Macron dit que ce n'est pas vrai. C'est aussi, en tout cas, la vision de Benjamin Netanyahou. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça maintenant se dit de façon totalement débridée. Alors, les ambassadeurs américains, ils sont un peu spéciaux parce que c'est pas comme chez nous des diplomates de métier qui ont appris la langue de bois avec le biberon. Et ce sont des gens de la société civile, en général les amis du pouvoir en place, et des financiers. Un gangster. Voilà. Et parfois des gangsters, dit Gallagher, qui connaît mieux les États-Unis que moi. Mais il a été condamné au pénal. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est cette violence dans le propos. Je pense que elle a une certaine efficacité, parce que ce sont des arguments qui sont simplistes, mais ce sont des arguments qui sont percutants, qui ont en plus la force d'être assénés par quelqu'un qui rappelle aussi que une partie de sa famille est morte est assassinée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc tout ça fait que on a basculé dans un autre monde là, qui est un monde où il y a plus de règles, il y a plus de formalisme. On est dans le combat de boxe. Jusqu'à présent, ça c'était dans la vie politique américaine intérieure. Aujourd'hui, c'est comme si l'administration américaine voulait nous imposer, encore une fois, leur méthode, leur façon de faire de la politique, c'est-à-dire avec des superstitions. Est-ce qu'il y a une part de vérité ? Par exemple, quand l'ambassadeur Kouchner dit, il dit presque la moitié de jeunes Français disent ne pas avoir entendu parler de la Shoah. Oui. La persistance d'une telle ignorance nous pousse donc à nous interroger sur le programme scolaire dans les écoles de l'Hexagone. C'est vrai que nous avons entendu le témoignage ici même, et vous les accréditiez, n'est-ce pas, vous, Elisabeth Schiappa-Salam, selon lesquels en France, je dis bien en France, des enseignants ont peur de parler de la Shoah pendant leurs cours, ce qui n'empêche pas évidemment de parler d'autres drames, comme les drames de Gaza, etc. Mais c'est-à-dire que comme ça arrive dans certaines dictatures islamiques, des enseignants ont peur de parler de la Shoah en France. Vous dites ça existe, vous l'avez constaté ? Ça existe. Mais comment c'est possible ça ? Il y a un véritable problème, pas simplement en France aujourd'hui, je pense que c'est un problème qu'on voit aussi aux États-Unis, c'est pour ça aussi que les Américains sont sensibilisés, mais aussi en Europe, d'une flambée d'antisémitisme qui n'est pas nécessairement liée aux causes dont parle Kouchner, mais c'est aussi ça le problème, c'est-à-dire il le lie à quelque chose alors que ça prédate l'annonce française. Mais quand on en arrive là, par exemple, on ne peut pas enseigner un programme historique dans une classe en France après Charlie Hebdo, après 2 enseignants égorgés, c'est quand même qu'il y a une certaine pourriture. Je rappelle quand même que Samuel Paty était tué pour avoir enseigné plus ou moins la liberté d'expression en cours. Je connais beaucoup, moi j'en parle avec des collègues, on enseigne sur le Moyen-Orient, on enseigne sur des questions aussi de liberté d'expression. Il y a une véritable peur aujourd'hui de ce qui pourrait arriver, ce qui va nous retrouver à la sortie de la classe. Mais soyons concrets, vous connaissez, vous, des enseignants qui craignent de parler, par exemple, de la Shoah en cours ? Oui. Oui. En France ? En France.
Et j'en parle pas dans mon cours, mais je sais que je serais plutôt mal à l'aise avec certaines messages. Donc, en ce sens-là, et on répète, ça n'empêche pas de parler d'autres drames, comme le drame de ce qui se passe à la population civile à Gaza, mais ça montre à quel point il y a certains arguments de la lettre de l'ambassadeur Kouchner qui ne sont pas faux. Non, mais encore une fois, le fond, certains de ces arguments ne sont pas faux. Maintenant, le faire en public et le lier à la reconnaissance dont on peut discuter d'Emmanuel Macron, d'un État palestinien à un avenir proche, c'est aussi ça le problème. C'est-à-dire, on a un véritable problème qu'il faut trouver une solution. Et ça, je pense qu'on ne gère pas comme on devrait le faire, effectivement. Mais le lier à une critique qui est sur un autre sujet, alors que ça prédate ce sujet, en fait, ça porte atteinte au message. Non, je suis atterré et sidéré qu'il y ait des classes en France dans lesquelles on ne puisse pas enseigner la Shoah. Moi qui ai eu le privilège de pouvoir me rendre à Auschwitz-Birkenau avec des survivants de la Shoah, j'aimerais beaucoup parler à ces enfants, justement, de ce dont j'ai été témoin. Voilà. Après, ce qui me gêne dans cette lettre, et c'est ça qui est en train d'essayer d'importer ce malheureux ambassadeur, et on se demandait ce qu'il allait venir faire à Paris. Je me souviens quand on a eu l'annonce que ce serait lui qui allait représenter, c'est cette idée que toute critique d'Israël est une forme d'antisémitisme. Et ça, il ne faut pas tolérer ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, c'est un peu comme ce que Poutine fait avec le nucléaire. C'est-à-dire que tout de suite, si on va aller critiquer ce qu'Israël, à mon sens, fait à Gaza est extrêmement critiquable, on va être taxé d'antisémite. Et ça, il faut refuser cette pollution, cette paralysie de la pensée et du débat sur cette question. Parce que c'est précisément quand on refuse de discuter de ce sujet qu'on alimente le soupçon d'influence, de censure. Et donc, malheureusement, cette lettre, je ne l'ai pas lue dans son ensemble, j'ai lu des grandes portions de cette lettre, elle est mauvaise pour la noble lutte, justement, contre l'antisémitisme. Je pense que lui, c'est le pire des ambassadeurs pour cette noble cause. Et il y a un écho, et vous le rappeliez, Darius, assez troublant avec la lettre que Benjamin Netanyahou a adressée très publiquement au président de la République, que Emmanuel Macron, d'ailleurs, a qualifié, je cite, d'abject. En tout cas, c'est un degré de tension, cette fois, entre les États-Unis et la France, qui est assez rare, parce que la convocation, comme vous le disiez, d'un ambassadeur des États-Unis, ça s'est peu fait, hein. Oui, et puis la prise à partie comme ça, d'une telle violence du chef de l'État par un ambassadeur, parce que il peut y avoir des prises de bec au niveau ministériel ou au niveau présidentiel, mais en général, d'abord, ça se fait de façon discrète, et deux, c'est de politique à politique. Alors que là, l'ambassadeur des États-Unis en France, c'est un membre de l'administration américaine. Donc, on va dire que ça ne devrait pas être de son niveau. Qu'il le fasse quand même montre à quel point, là, pour le coup, il y a la volonté des Américains de ne pas permettre aux Européens d'avoir une politique étrangère indépendante, et en particulier, s'agissant de la France, sur ce dossier. On a reçu ce courrier qui invitait les entreprises françaises à mettre fin aux politiques d'inclusion et de diversité. C'est-à-dire cette espèce de sentiment d'extraterritorialité de leur culture, de leurs droits et de leur lubie partout, quoi. Donc il y a cette espèce de mépris, en effet, de la France, de son président et de ses institutions. C'est une certaine aussi mémoire historique qu'on la partage ou qu'on ne la partage pas. Moi, j'ai rapporté très directement Jared Kushner qui disait à des dirigeants allemands, secrétaire d'État économie allemand, qui était un peu, il disait, mais vous avez tenté de tuer ma grand-mère, parce que pour Donald Trump en particulier, pour Jared Kushner, les Allemands, l'Allemagne porte une responsabilité historique encore aujourd'hui, qu'on ne voit plus tout à fait de la même façon ici, maintenant en France, où on dit qu'il faut distinguer les Allemands des nazis, etc. Oui, mais en fait, il sort de son rôle d'ambassadeur. Moi, je ne comprends pas en fait qu'il soit toujours en France. Mais il pourrait être renvoyé aux États-Unis. On dit voilà, on ne se mêle pas de la politique intérieure française. On ne critique pas ouvertement le chef d'État. On peut le faire effectivement, de chef d'État et chef d'État discrètement, forcément. Mais là, il sort complètement de son rôle. Non. Bon, pour être honnête, Gérard Haro, quand il était ambassadeur, quand Donald Trump a été élu, a fait un tweet. Je ne me rappelle plus la teneur exacte, mais c'était en gros, c'est un désastre, quoi. Donc la France est aussi mêlée. Un monde s'effondre.
Un monde s'effondre. Un monde change, le monde Alors, change. disons, en termes d'ingérence dans les affaires, Non, mais c'est pas. Honnêtement, c'est pas il l'a possible. effacé. C'était aussi non, mais- choquant. S'il l'a fait, c'est qu'il a été mandaté par le président. sûr. On parle quand même Ouais. du Non, mais père faut de son arrêter, gendre. Moi, je pense que c'est une façon de Trump de dire quelque chose sans être obligé. Un peu comme quand Medvedev envoie des non, tweets mais- hallucinants. En fait, vous savez ce qu'il fait? Il traite la France comme Trump traite Columbia University. Oui. Oui. C'est-à-dire que la prochaine truc, ça va être soit vous luttez contre l'antisémitisme, soit je vous supprime, je sais pas, Oui, mais c'est ça. je vous mets 20% de tarifs douaniers Mais supplémentaires. non, mais ce qui est terrible aussi dans cette lettre, c'est les références qu'il fait aux Juifs qui ont été déportés de France et la façon dont c'est formulé. Il accuse la France d'aujourd'hui d'être partie prenante de ce qui s'est passé à cette époque-là. Et donc, moi, malheureusement, ça me fait penser un petit peu aux manipulations de Poutine qui ressort en permanence la Seconde Guerre mondiale pour culpabiliser tout le monde. Et c'est une lettre qui met le président Macron devant les crimes d'un régime qui n'a rien à voir avec la République. Donc c'est vraiment, diplomatiquement, c'est une catastrophe cette lettre. Bon, Michel. on a tout dit. Non, on a tout dit. Mais allez, on parlait de l'ogre Poutine, mais Trump, c'est aussi un ogre, sa façon, et voilà, contre lequel il faut aussi lutter. Mais encore une fois, il le fait en intérieur comme en extérieur. Il a envoyé quand même à Washington la garde nationale. Il veut le faire à Chicago. Il veut le faire à New York. S'il le fait en interne, pourquoi il le fera pas à l'étranger? Ah oui, non, mais voilà, la France n'est pas le 51e État des États-Unis. Au prochain match Non, du PSG, ça va il y être aura le la Canada. Au prochain Oui, match après du le Canada. PSG, il y aura la garde nationale Et dans le le coup de Paris. Sur la volonté générale de Trump de se mêler des affaires. On a tellement dit effectivement, et là souvent, ça fait plaisir, chaque fois que les commentateurs se trompent, c'est notre bonheur évidemment, ça fait, non, je plaisante. Mais oui, on a beaucoup dit non-interventionnisme, il veut s'occuper des affaires, le reste du monde. Non, en réalité, non. Il se mêle beaucoup des affaires du monde, à tout point de vue, économique, politique, militaire. Mais il veut juste pas que ça coûte aux États-Unis. C'est un America First. Ça veut dire, je veux pas envoyer des troupes parce que ça va me coûter. Je veux pas vous envoyer des armes, sauf si vous me les payez. Ça veut pas dire isolationniste. Ça veut Est-ce dire. que, pardon, Elisabeth, est-ce que ça n'est que ça ou c'est idéologique? Il y a une dimension idéologique. On est d'accord ou non avec Trump, mais il y a une dimension idéologique. Qui est assumée. Si vous regardez le site web du département d'État maintenant, il y a toute une sorte de page sur les alliés civilisationnels, sur une sorte de soft power, l'AfD, Mélanie, Orban, tous ces gens qui pensent comme nous. Bien évidemment, il y a aussi une dimension idéologique. Alors, ils le font à travers des accords, ils le font de façon peut-être différemment qu'on a l'habitude, mais ça n'empêche pas cette attitude idéologique. L'antipathie pour tout ce qui est supranational, en tout cas, chez Trump, que ce soit l'ONU, n'en parle même pas. Je crois qu'il a un tel mépris pour l'ONU, pour lui, c'est sorti du champ de vision, mais l'Union européenne, l'OTAN, si c'est eux qui dominent, c'est bien, mais tout ce qui est supranational, il a du mépris pour cela. Hein. Oui, parce que ce qui est supranational, c'est la représentation d'un monde multilatéral, c'est-à-dire un monde où tout le monde parle avec tout le monde et surtout un monde où ce qui gouverne, ce sont les grands principes et les grandes règles de droit. Et que donc, un petit pays peut avoir la même voix que les États-Unis d'Amérique. Quand vous êtes les États-Unis d'Amérique, America First, refaisons l'Amérique grande, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et donc, il est assez logique que lorsque vous êtes le plus fort de la bande, vous ayez envie de changer les règles du jeu. Et Donald Trump considère que l'ONU, tout ce qui est organisation internationale, ça a été nuisible aux États-Unis parce qu'à chaque fois, c'était l'Amérique qui était victime.